On vous a sûrement déjà seriné qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est l'un des mythes les plus persistants de la culture scientifique populaire. Mais prenons le temps d'imaginer que ce soit la vérité. Et si l'on pouvait actionner un interrupteur invisible pour débloquer les 90% restants, cela ne nous rendrait pas simplement plus intelligents, cela nous transformerait en quelque chose de radicalement différent, des êtres dotés de capacités qui nous paraissent aujourd'hui purement magiques. Dans cette vidéo, nous allons nous lancer dans une expérience de pensée audacieuse et explorer 20 pouvoirs incroyables que l'humanité pourrait acquérir en utilisant son cerveau à 100% de ses capacités. Préparez-vous, car certaines de ces idées pourraient bien vous choquer. À votre avis, sommes-nous prêts pour une telle puissance? C'est ce que nous allons découvrir. Avant de plonger dans l'univers des super-pouvoirs, revenons un instant sur le mythe des 10%. D'où vient-il exactement? On l'attribue souvent à Albert Einstein, même s'il n'existe aucune preuve qu'il ait jamais tenu de tels propos. Il est plus probable que ce mythe soit né d'une mauvaise interprétation des travaux des neurobiologistes au début du XXe siècle. Ces chercheurs voyaient que seules certaines zones du cerveau étaient actives à un moment donné et en ont déduit, à tort, que les autres restaient en sommeil. Les techniques d'imagerie moderne prouvent que nous utilisons absolument toutes les parties de notre cerveau, mais pour des tâches différentes et à des moments différents. Même lorsque nous dormons, notre cerveau est en pleine activité. Donc, quand nous parlons d'utiliser 100%, nous n'évoquons pas l'activation de zones dormantes, mais plutôt l'amplification hypothétique et l'expansion maximale des fonctions de chacune de ces parties. C'est comme si votre vieil ordinateur se transformait soudainement en un super ordinateur quantique capable d'effectuer des milliards d'opérations simultanément. C'est précisément dans cette hypothèse que réside la clé de notre expérience de pensée. Nous allons partir du principe que le cerveau ne se contente pas de travailler plus activement. Il débloque des principes d'interaction avec la réalité totalement inédits. Donc, la première, et sans doute la plus attendue des capacités, c'est la télékinésie absolue, la possibilité de déplacer des objets par la seule force de l'esprit. Mais imaginons que cela ne ressemble pas au film où le héros se contente de froncer les sourcils. À un niveau de maîtrise totale, ce serait un contrôle absolu et d'une précision microscopique sur la matière à distance. Vous ne feriez pas que déplacer une simple tasse. Vous sentiriez chacun de ses atomes, sa température, sa tension interne. Tout commencerait modestement. Vous apprendriez à faire léviter des poussières dans l'air, à les assembler en motifs complexes. Cela exigerait une concentration colossale. Au début, après seulement 5 minutes d'une telle pratique, vous vous effondreriez d'épuisement mental, comme après un entraînement physique extrêmement intense. Votre cerveau, grand consommateur de glucose, nécessiterait alors un régime alimentaire très spécifique. On verrait émerger des athlètes kinésiques, s'affrontant pour déterminer qui peut soulever le poids le plus lourd ou assembler le mécanisme le plus complexe à distance. Le secteur de la construction serait bouleversé à jamais. Fini les grues. À la place des groupes de kinésistes soulèveraient et installeraient des poutres de plusieurs tonnes avec une précision chirurgicale au millimètre près. Les chirurgiens pourraient opérer sans faire la moindre incision, manipulant les organes internes du patient directement au niveau cellulaire. Mais cette puissance aurait le revers de sa médaille, son côté sombre. Le moindre conflit pourrait dégénérer en une bataille dévastatrice où les gens se lanceraient des véhicules ou arracheraient des pans entiers de bâtiments. Le contrôle d'une telle force deviendrait la préoccupation majeure de la sécurité publique. De nouvelles lois et des codes éthiques stricts seraient nécessaires pour encadrer l'utilisation de la télékinésie. Ce ne serait pas une simple capacité, mais une responsabilité écrasante à laquelle l'humanité ne serait absolument pas préparée. La deuxième capacité, c'est une empathie totale qui se transformerait en télépathie. Vous ne feriez pas que compatir avec les autres, vous ressentiriez littéralement leurs émotions comme les vôtres. La joie, la peur, la douleur, l'amour, tout cela deviendrait un champ d'énergie commun reliant chaque individu. Le mensonge, dans son acceptation habituelle, disparaîtrait purement et simplement.
Vous percevriez immédiatement le décalage entre les paroles d'une personne et ses sentiments profonds. Cela générerait une transparence et une honnêteté sans précédent dans les relations. Imaginez un monde sans tromperie, sans hypocrisie, où toutes les intentions seraient limpides. Les négociations diplomatiques, par exemple, se transformeraient en sessions de compréhension collective. Trouver un compromis deviendrait alors beaucoup plus aisé. Mais il y aurait un revers de la médaille. Vous ne pourriez plus vous soustraire à la souffrance d'autrui. En croisant une personne souffrant de dépression, vous plongeriez vous-même dans son désespoir. Les nouvelles d'une catastrophe provoqueraient des vagues de chagrin collectif capables de paralyser des villes entières. Les gens devraient apprendre à ériger des barrières mentales pour ne pas sombrer dans la folie face à ce bruit émotionnel constant. Les psychothérapeutes deviendraient des hygiénistes émotionnels. Leur mission, enseigner comment filtrer cet afflux permanent de sensations. Avec le temps, cette empathie se développerait en une télépathie à part entière, permettant de lire non seulement les émotions, mais aussi les pensées concrètes. Cela redéfinirait pour toujours la notion d'espace personnel. Votre secret le plus intime pourrait être accidentellement entendu par un simple passant. L'intimité deviendrait le luxe suprême. Peut-être que les gens passeraient des heures à méditer pour apprendre à faire le silence mental, créant ainsi leur propre zone de calme intérieur. La troisième capacité est l'apprentissage instantané et la mémoire parfaite. Imaginez ne plus avoir besoin d'étudier une langue étrangère pendant des années. Il vous suffirait d'écouter un locuteur natif ou de télécharger le module linguistique directement dans votre cerveau, immédiatement. Vous la parleriez couramment, sans le moindre accent, tout en comprenant l'intégralité des nuances culturelles. N'importe quel livre serait lu en quelques secondes, et l'information resterait gravée dans votre mémoire pour toujours, avec une précision absolue. Vous vous rappelleriez de chaque jour de votre vie, comme si cela s'était passé hier. Ceci mènerait à un essor fulgurant de la science et de la technologie. Les chercheurs pourraient maîtriser toutes les connaissances existantes dans leur domaine et établir instantanément des liens ou des schémas qui, auparavant, leur échappaient. N'importe qui pourrait devenir un expert dans des dizaines de domaines, allant de la physique nucléaire à la maîtrise du violon. La notion d'éducation serait alors complètement bouleversée. Les écoles et les universités, dans leur forme actuelle, deviendraient obsolètes. L'apprentissage se transformerait en un simple processus de sélection et de téléchargement des compétences nécessaires. Cependant, ce scénario comporte aussi son lot de zones d'ombre. Que deviendrait la valeur de l'expérience si le savoir pouvait être simplement téléchargé? Accorderions-nous encore de l'importance à la maîtrise, celle que l'on obtient après des années de labeur acharné? Et comment vivre avec une mémoire parfaite, incapable d'effacer la moindre offense, la moindre erreur ou le moindre moment tragique? La charge psychologique serait alors absolument colossale. Peut-être verrait-on apparaître un nouveau service, le montage mémoriel, permettant d'effacer ou d'atténuer les souvenirs traumatisants. Cela soulèverait par conséquent un immense dilemme éthique. Avons-nous le droit de modifier notre passé, même s'il nous fait souffrir? La quatrième capacité, un contrôle absolu sur notre propre corps. Oubliez la simple bonne forme physique. Il s'agit de la gestion consciente de chaque cellule de votre organisme. Vous pourriez accélérer votre métabolisme pour brûler les calories excédentaires ou le ralentir jusqu'à atteindre un état s'apparentant à l'hibernation. Par la seule force de votre volonté, vous seriez capable de réguler votre équilibre hormonal, chassant le stress ou augmentant la production d'endorphines pour un sentiment de bonheur instantané. Les maladies deviendraient une rareté. Votre système immunitaire, piloté par la conscience, pourrait instantanément identifier et neutraliser tout virus ou bactérie. Le processus de vieillissement pourrait être considérablement ralenti en déclenchant des programmes sophistiqués de régénération et de restauration cellulaire. Imaginez pouvoir guérir une blessure en quelques minutes simplement par la concentration de l'esprit. Les athlètes atteindraient des performances surhumaines en maîtrisant les contractions musculaires et la saturation en oxygène. Les yogis et maîtres méditatifs, qui passent aujourd'hui des décennies à obtenir un contrôle partiel,
apparaîtraient comme de simples novices. Cependant, un tel pouvoir sur notre propre biologie générerait de nouvelles tentations. Les individus pourraient expérimenter sans limite sur leur apparence, modifiant à volonté la couleur des cheveux, des yeux ou même la morphologie corporelle. On verrait l'émergence d'une véritable industrie du biomodding, où l'imagination serait la seule frontière. Mais que se passerait-il si quelqu'un décidait de désactiver la sensation de douleur? À première vue, cela semble être une bénédiction, mais la douleur est un signal vital d'avertissement. Un monde peuplé d'humains insensibles à la douleur deviendrait immédiatement beaucoup plus dangereux et sujet au traumatisme. Ce contrôle total nécessiterait donc une responsabilité totale envers son propre corps. La cinquième capacité serait la maîtrise de la perception du temps. Votre cerveau pourrait accélérer ou décélérer le traitement de l'information, bouleversant ainsi votre sensation subjective du temps. Face au danger, comme lors d'un accident de voiture, vous pourriez étirer une simple seconde pour qu'elle devienne une minute. Cela vous donnerait le temps d'analyser la situation et de prendre la décision parfaite. Tout autour de vous se déroulerait au ralenti, vous conférant un avantage colossal. Inversement, pendant un travail fastidieux ou une longue attente, vous auriez la possibilité de comprimer des heures en minutes, court-circuitant l'expérience inutile. Cela bouleverserait le rythme même de nos existences. La productivité augmenterait de façon exponentielle. Un projet complexe qui exigeait auparavant des mois de travail pourrait être achevé en quelques jours de temps subjectif grâce à cet état de pensée accéléré. Les artistes, les musiciens, les écrivains pourraient alors créer dans ces véritables poches temporelles, donnant naissance à des chefs-d'œuvre en quelques heures seulement de temps réel. Mais des dangers insidieux se cachent également ici. Que se passerait-il pour la psyché d'un individu qui aurait subjectivement vécu un siècle, tandis que son corps physique n'aurait vieilli que de 30 ans? Un fossé se creuserait entre l'âge biologique et l'âge psychologique. Les relations interpersonnelles deviendraient insoutenables. Votre partenaire pourrait vivre toute une vie intérieure pendant le temps que vous mettez à boire une simple tasse de café. Une telle disparité engendrerait inévitablement l'aliénation et l'incompréhension. De plus, la manipulation constante de la perception pourrait provoquer une déconnexion totale avec la réalité, menant au sentiment que le monde extérieur est faux, purement illusoire. L'humanité devrait alors définir de nouvelles règles strictes d'hygiène temporelle. La sixième capacité, c'est la perception extrasensorielle, ou PES. Grâce à elle, nous pourrions voir, entendre et sentir bien au-delà de nos 5 sens traditionnels. Ceci engloberait la clairvoyance, c'est-à-dire la faculté de percevoir des événements à distance ou dans le futur, ainsi que la rétrocognition, la vision du passé. Imaginez pouvoir visualiser ce que fait un ami à l'autre bout du monde, ou revivre des moments cruciaux de l'histoire comme si vous y étiez. Pour les archéologues et les historiens, ce serait l'outil de recherche ultime. Ils pourraient littéralement se syntoniser sur un lieu et une époque précis et observer la construction des pyramides ou la vie dans la Rome antique. La criminalistique atteindrait un taux d'élucidation de 100%. Un détective n'aurait qu'à rejouer la scène du crime pour comprendre chaque détail. Cependant, une telle capacité anéantirait toute forme d'anonymat. La moindre de nos actions, même accomplies dans la plus stricte intimité, pourrait être vue par d'autres. La faculté de voir l'avenir générerait encore plus de dilemmes. Si nous percevons une catastrophe imminente, devons-nous intervenir? Et si notre intervention ne faisait qu'empirer la situation? Ceci ferait naître le paradoxe de la prédestination et du libre arbitre. Si l'avenir est déjà connu, avons-nous réellement le choix de nos actions? Des écoles philosophiques entières se déchireraient sur ce point. Au-delà de la PES, d'autres sens se développeraient. Par exemple, la capacité de voir les champs électromagnétiques. Cela nous permettrait de nous orienter dans l'espace avec la précision d'un GPS ou de sentir le fonctionnement de tout appareil électronique. Nous percevrions alors le monde dans beaucoup plus de dimensions que nous ne le faisons aujourd'hui. La septième capacité serait le rêve lucide poussé à son paroxysme, allant jusqu'à la création de mondes oniriques collectifs.
Non seulement vous seriez conscient de rêver, mais vous auriez un contrôle total sur l'univers de vos songes. Chaque nuit, vous pourriez façonner n'importe quel monde à votre guise, voler au-dessus de cités fantastiques, rencontrer des figures historiques, vivre des aventures inouïes. Le sommeil cesserait d'être un simple repos, il deviendrait une seconde existence, débordante de créativité et d'exploration. Les psychothérapeutes utiliseraient ces rêves pour traiter les phobies et les traumatismes, en permettant aux patients d'affronter et de vaincre leurs peurs dans un environnement totalement sécurisé. Les architectes et les ingénieurs pourraient concevoir et tester leurs créations dans le monde onirique avant de les concrétiser dans la réalité. Mais le véritable bouleversement commencerait lorsque l'humanité apprendrait à générer des rêves communs, des songes collectifs. Imaginez une réalité virtuelle créée par la seule force de l'imagination partagée, sans aucun ordinateur ni casque. Des amis pourraient se retrouver chaque nuit dans un château sur les nuages qu'ils auraient bâti ensemble. Des scientifiques de tout pays mèneraient des expériences communes au sein d'un laboratoire mental partagé. Cela ouvrirait des possibilités illimitées en matière de communication et de co-création. Cependant, la frontière entre le rêve et la réalité commencerait inéluctablement à s'amincir. Certains individus pourraient préférer le monde onirique, vibrant et malléable, à la réalité, souvent perçue comme grise et complexe. Cela engendrerait une nouvelle forme d'évasion, une dépendance au songe. De plus, qui exercerait le contrôle sur ces rêves collectifs? Et si quelqu'un, animé de mauvaises intentions, apprenait à orchestrer des cauchemars de masse? La 8e capacité découlant de la maîtrise du corps est la régénération cellulaire, et par extension l'immortalité biologique. Votre cerveau pourrait maintenir le corps en permanence dans un état parfait, réparant les cellules endommagées et copiant l'ADN sans les erreurs qui mènent au vieillissement. Vous cesseriez de vieillir vers l'âge de 25 à 30 ans. Bien sûr, cela n'équivaudrait pas à l'invulnérabilité. On pourrait toujours vous tuer, mais la mort due à la vieillesse et aux maladies appartiendrait définitivement au passé. Les conséquences pour la société seraient colossales. Le problème de la surpopulation deviendrait la menace principale pour la planète. Il faudrait instaurer un contrôle des naissances extrêmement strict. La structure même de la société s'en trouverait bouleversée. Qu'est-ce que le mariage s'il est censé durer des milliers d'années? Comment construire une carrière lorsque l'éternité s'offre à vous? La notion de famille, de succession des générations, d'héritage, tout cela perdrait son sens profond. Les individus ayant vécu plusieurs centaines d'années accumuleraient une sagesse et une expérience considérables. Mais ne deviendraient-ils pas des conservateurs, ralentissant tout progrès? Une nouvelle forme d'inégalité sociale verrait le jour, celle opposant les immortels anciens et les jeunes. Psychologiquement, supporter l'éternité serait incroyablement difficile. L'ennui, l'apathie et la perte de sens deviendraient les principaux ennemis de l'homme immortel. Il faudrait constamment trouver de nouveaux objectifs, de nouvelles passions pour ne pas sombrer dans la folie face à la monotonie de l'éternité. Peut-être que le droit à la mort deviendrait l'une des valeurs fondamentales de ce nouveau monde, la possibilité d'achever son parcours de manière volontaire et consciente lorsque l'on sentirait avoir suffisamment vécu. La 9e capacité, c'est le multitasking au niveau d'un processeur. Votre cerveau pourrait se scinder en plusieurs flux de conscience indépendants. Imaginez pouvoir mener une conversation cruciale, résoudre un problème mathématique complexe, composer de la musique et planifier vos prochaines vacances, tout cela en même temps, et que chaque processus reste parfaitement ciblé et efficace. Cela transformerait radicalement notre façon de travailler et notre quotidien. Une seule personne pourrait abattre le travail d'un département entier. L'efficacité du travail atteindrait des sommets inimaginables. Vous pourriez maîtriser plusieurs disciplines simultanément en les assimilant à la même vitesse. Le temps libre serait exploité de manière optimale. Un flux lit un livre, un autre regarde un film et le troisième discute avec des amis. Mais quel serait l'impact sur notre identité? Resterions-nous un moi unique ou notre personnalité commencerait-elle à se fragmenter en de multiples sous-personnalités, chacune ayant ses propres intérêts et souvenirs?
Cela pourrait engendrer de nouveaux types de troubles psychologiques où les différents flux de conscience entreraient en conflit. La notion même d'attention serait bouleversée. Nous cesserions d'accorder de l'importance à l'immersion totale dans une tâche unique, puisque nous serions constamment occupés ailleurs, les états méditatifs profonds deviendraient difficiles à atteindre. De plus, une question se poserait: lequel de ces flux est le vrai moi, ou est-ce que le moi n'est que la somme de tous ces flux? Philosophes et psychologues seraient forcés de redéfinir ce qu'est la personnalité et la conscience. La 10e capacité serait la maîtrise des probabilités. C'est sans doute l'une des plus subtiles, mais aussi des plus puissantes. Votre cerveau, fonctionnant comme un ordinateur quantique, pourrait analyser tous les scénarios possibles et orienter intuitivement la réalité vers l'issue la plus favorable. Ce n'est pas de la magie, mais plutôt une intuition parfaite, guidée par des micro-actions qui garantissent le résultat souhaité. Vous seriez toujours là où il faut, au moment où il faut. Quand vous achetez un billet de loterie, vous choisiriez intuitivement le gagnant. Si vous lancez une affaire, vos décisions seraient infaillibles. Dans un casino, ces individus seraient tout simplement invincibles. Cela transformerait la vie en un jeu où le mode chance est activé en permanence. Cependant, cela dénaturerait le processus même d'atteindre un objectif. Si le succès est garanti, apporte-t-il encore la moindre satisfaction ? L'excitation, le risque, la joie de surmonter les obstacles disparaîtraient, tous les parcours de vie deviendraient prévisibles et potentiellement ennuyeux. De plus, si tout le monde possédait cette capacité, comment les interactions sociales se dérouleraient-elles? Si deux individus dotés de ce pouvoir veulent des issues opposées, par exemple gagner la même partie d'échecs, que se passerait-il? La réalité entrerait peut-être dans un état d'incertitude quantique, ou alors ce serait celui dont la maîtrise des probabilités est la plus développée qui l'emporterait. Cela mènerait à une compétition invisible et insidieuse où les gens rivaliseraient pour voir qui peut le mieux plier la réalité à sa volonté. Une société fondée sur une telle chance serait profondément étrange et probablement instable. La 11e capacité est la technopathie, c'est-à-dire la faculté d'interagir mentalement avec la technologie. Vous pourriez vous connecter à Internet, contrôler un ordinateur, un smartphone ou tout autre appareil électronique par la seule force de votre pensée. La recherche d'informations ne prendrait qu'une fraction de seconde. Il suffirait de formuler mentalement votre requête pour recevoir la réponse directement dans votre esprit. Ce serait le parfait symbiose entre l'humain et la machine. Les développeurs écriraient du code en le visualisant mentalement. Les designers créeraient des modèles 3D en les sculptant à partir de simples images mentales. Les conducteurs dirigeraient leurs véhicules par commande cérébrale, rendant le temps de réaction pratiquement instantané. Les personnes handicapées gagneraient une liberté inouïe, pilotant des exosquelettes ou des prothèses aussi facilement que leurs propres membres. Cependant, cela ferait également émerger de nouvelles menaces. Les hackers pourraient non seulement pirater des systèmes informatiques, mais s'introduire directement dans l'esprit des personnes connectées au réseau. Ils pourraient voler des pensées, des souvenirs, ou même implémenter de fausses idées. Cela engendrerait un nouveau type de criminalité, les neurovols et le terrorisme mental. La protection de son propre esprit deviendrait alors une tâche primordiale. Nous aurions besoin de pare-feu et d'antivirus mentaux. En outre, une connexion permanente au réseau mondial pourrait estomper les frontières de l'individualité. Où vous arrêtez-vous et où commence Internet? Les gens risqueraient de perdre leur capacité à la pensée autonome, se fiant entièrement au flux d'informations extérieures. Cela pourrait mener à l'émergence d'une conscience collective, où l'individualité serait subordonnée à la masse. La 12e capacité, c'est la maîtrise totale de l'énergie. Votre cerveau pourrait alors interagir directement avec les forces fondamentales, l'énergie thermique, électromagnétique et cinétique. Vous pourriez, par la seule force de la pensée, chauffer des objets, voire créer de la chaleur ex nihilo, ou inversement les refroidir instantanément. Adieu les problèmes de chauffage et de climatisation.
Mieux encore, vous seriez capable de générer de l'électricité directement à partir de votre corps pour recharger un téléphone ou alimenter des appareils domestiques. Cela révolutionnerait à jamais notre système énergétique. Fini les centrales électriques, fini les câbles. Chaque individu deviendrait une unité énergétique autonome. En situation de combat, cette capacité se transformerait en une arme absolument terrifiante. Imaginez, projeter des éclairs globulaires, générer des faisceaux de chaleur concentrés, ou encore libérer de puissantes impulsions électromagnétiques capables de neutraliser toute l'électronique environnante. Cependant, maîtriser un tel pouvoir serait extrêmement dangereux. Une seule erreur de contrôle et vous pourriez vous incinérer accidentellement, vous ou tout ce qui vous entoure. Cela exigerait des années d'entraînement intensif mené dans des enceintes spécialement isolées. De plus, cela bouleverserait notre compréhension actuelle de la physique. Si l'être humain peut générer de l'énergie à partir de rien, cela contrevient directement au principe de conservation de l'énergie. Les scientifiques seraient contraints de réécrire les lois fondamentales de l'univers pour expliquer un tel phénomène. Peut-être notre cerveau apprendrait-il à puiser cette énergie dans une autre dimension ou directement dans le vide quantique. Cela ouvrirait la voie à des technologies dont nous ne faisons que rêver aujourd'hui. Pensons par exemple aux moteurs de distorsion permettant les voyages interstellaires. La 13e faculté serait la création de constructions mentales. Vous seriez capable de matérialiser par la seule force de votre pensée des objets stables, presque tangibles, en utilisant de l'énergie condensée ou un champ psychique. Ceci n'est pas sans rappeler les capacités du Green Lantern dans les comics. Besoin d'un outil, il suffirait de le visualiser pour qu'il apparaisse instantanément dans votre main. Un bouclier pour vous défendre. Il se matérialiserait juste devant vous. Les architectes pourraient ériger des modèles de bâtiments temporaires à l'échelle, leur permettant de s'y promener pour évaluer le projet. Les équipes de secours, elles, utiliseraient cette faculté pour créer des structures robustes afin de consolider des décombres. Cette capacité trouverait également un usage dans l'art. Les sculpteurs façonneraient leurs œuvres à partir de pure lumière et de pensée, en modifiant leur forme à volonté. Mais, comme tout pouvoir, elle aurait aussi des applications militaires. Les armées pourraient fabriquer des armes psychiques, épées, lances ou même des équipements complexes. Les batailles deviendraient alors une véritable compétition d'imagination et de pure force de volonté. Toutefois, ces constructions nécessiteraient probablement un soutien mental constant. Dès l'instant où votre attention flancherait, l'objet créé disparaîtrait. Maintenir des constructions sophistiquées exigerait donc une concentration absolument incroyable. En outre, une question philosophique s'imposerait. Ces objets sont-ils réels ? Si vous créez un marteau mental pour enfoncer un clou physique, en quoi est-il différent d'un marteau ordinaire ? Cela effacerait la frontière entre la pensée et la matière, entre le subjectif et l'objectif. La 14e capacité, c'est le contrôle acoustique. Imaginez pouvoir manipuler les ondes sonores. Cela vous permettrait d'imiter à la perfection n'importe quel son, la voix d'une autre personne, le chant des oiseaux, ou même le rugissement d'un moteur. Vous pourriez parler assez fort pour être entendu à 1 kilomètre de distance, ou murmurer de façon si ciblée que seule une personne spécifique au milieu d'une foule puisse vous entendre. Vous seriez capable de créer des zones de silence absolu, en neutralisant simplement toutes les ondes sonores dans un espace défini, un atout inestimable pour le repos ou la concentration. Les musiciens pourraient composer des symphonies entières sans le moindre instrument, en manipulant l'air et en générant les vibrations sonores désirées. Cependant, cette capacité se révélerait également une arme redoutable. En concentrant les ondes sonores en un faisceau étroit, on pourrait créer des armes puissantes, infra- ou ultrasons, capables de démolir des bâtiments ou d'infliger une douleur et une désorientation extrême aux êtres humains. L'espionnage passerait à un niveau inédit. Il suffirait de focaliser les ondes sonores pour écouter des conversations à très longue distance. Cela minerait encore davantage le concept de vie privée. De plus, vous pourriez utiliser votre voix pour hypnotiser,
y insérant des fréquences spécifiques qui influenceraient le subconscient de votre auditoire. Cela ferait de vous un orateur incroyablement convaincant, mais aussi un manipulateur extrêmement dangereux. La société devrait alors concevoir des méthodes de défense acoustique pour contrer une telle influence. La 15e capacité serait la communication biologique. Vous apprendriez à interagir non seulement avec les humains, mais avec absolument tout le vivant, animaux, végétaux et même les micro-organismes. Le langage des animaux ne serait plus une affaire de mots, mais d'images, d'émotions et d'intentions. Notre rapport à la nature en serait complètement bouleversé. Nous découvririons enfin les pensées des dauphins, les chants des baleines, les sensations des arbres en forêt. On accéderait à une compréhension nouvelle et bien plus profonde de l'écosystème et de la place que nous y occupons. On pourrait solliciter l'aide des animaux, par exemple, demander à des oiseaux de retrouver une personne égarée en forêt. Les agriculteurs, eux, communiqueraient directement avec leur culture. Ils sauraient immédiatement ce qu'il leur manque, de l'eau, de la lumière ou des nutriments spécifiques. Ce serait une véritable révolution agricole. En médecine, les praticiens pourraient même négocier avec les cellules d'un patient pour accélérer la guérison, ou plus incroyable encore, persuader les cellules cancéreuses d'arrêter leur division. Cependant, cette connaissance engendrerait aussi une immense responsabilité morale. Si nous savons que les animaux et les végétaux sont dotés de conscience et de sensibilité, comment pourrions-nous continuer à les exploiter pour notre alimentation ou pour nos autres besoins? Cela pourrait entraîner une transition mondiale vers la nourriture et les matériaux synthétiques. De nouveaux mouvements éthiques émergeraient, défendant les droits non seulement des animaux, mais aussi des végétaux. Nous prendrions conscience que la planète est un super-organisme unique dont nous ne sommes qu'une infime partie. La 16e de ces capacités serait la manipulation de la gravité. Contrairement à la télékinésie qui ne fait que déplacer des objets, cette faculté permettrait de modifier le champ gravitationnel lui-même au sein d'une zone définie. On pourrait réduire la gravité autour de soi, permettant des bonds de plusieurs dizaines de mètres de haut ou de courir littéralement sur les murs, ou, inversement, l'augmenter considérablement pour écraser un adversaire au sol. Cela rendrait possible la lévitation pure, un vol libre, sans nécessité d'aucun dispositif mécanique. Le système de transport mondial s'en trouverait totalement bouleversé. À quoi bon les voitures ou les trains si le vol est à la portée de tous? Cela résoudrait de facto les problèmes d'embouteillage et de pollution atmosphérique. Dans le domaine de la construction, des charges colossales pourraient être déplacées simplement en créant une zone de faible gravité autour d'elles. Mais le véritable intérêt émergerait lorsque l'humanité maîtriserait la création d'anomalies gravitationnelles localisées. On pourrait envisager de générer un minuscule trou noir pour l'élimination des déchets ou une bulle gravitationnelle offrant une protection totale contre les impacts. Les physiciens théoriciens pourraient enfin expérimenter avec le tissu même de l'espace-temps. Cela pourrait bien être le premier pas vers la création de la technologie de distorsion spatiale, ouvrant la voie au voyage interstellaire. Cependant, l'utilisation incontrôlée de cette capacité serait potentiellement catastrophique. Un champ gravitationnel mal calibré pourrait dérégler l'orbite des satellites ou même celle de la Lune, entraînant des cataclysmes mondiaux. La manipulation de la gravité deviendrait, sans aucun doute, la technologie la plus surveillée et la plus strictement réglementée de toute l'histoire de l'humanité. La 17e capacité est le mimétisme adaptatif. Votre corps pourrait s'adapter instantanément à n'importe quel environnement. Plongé dans l'eau, vous développeriez immédiatement des branchies et des palmes. Dans le vide spatial, votre peau se densifierait et votre corps passerait en respiration anaérobie, vous permettant de survivre pendant une longue période. Vous pourriez même changer la couleur de votre peau à la manière d'un caméléon pour un camouflage parfait. Cela ferait de l'être humain l'espèce la plus résiliente de l'univers. Nous pourrions coloniser d'autres planètes sans scaphandre ni système de survie complexe, simplement en nous adaptant aux conditions locales. Forte gravité, atmosphère toxique ou températures extrêmes.
Cependant, cela remettrait en question l'idée même de l'espèce humaine. Si sur chaque planète les humains prenaient des formes radicalement différentes, resteraient-ils vraiment des humains? Cela pourrait engendrer une multitude de sous-espèces humaines qui, avec le temps, perdraient la capacité de se croiser. De plus, cette capacité trouverait une application redoutable dans l'espionnage. Un agent pourrait modifier entièrement son apparence, se transformant en une autre personne avec une précision allant jusqu'aux empreintes digitales. Identifier qui que ce soit deviendrait pratiquement impossible. La confiance au sein de la société serait profondément ébranlée. Vous ne seriez jamais certain que la personne en face de vous est réellement celle qu'elle prétend être. De nouvelles méthodes d'identification seraient alors nécessaires, basées peut-être sur l'empreinte mentale unique de chaque individu. La 18e capacité serait la compréhension intuitive des systèmes. Notre cerveau pourrait instantanément visualiser et comprendre n'importe quel système complexe dans sa globalité. Face à un mécanisme complexe, nous en saisirions immédiatement le fonctionnement, les points faibles et les améliorations possibles. En lisant un texte de loi obscur, toutes les failles et les contradictions nous sauteraient aux yeux. En analysant l'économie d'un pays, nous percevrions toutes les connexions cachées et serions capables de prédire la prochaine crise. Cela ferait de nous des ingénieurs, des économistes, des politiciens et des stratèges de génie. Tout problème, de la réparation d'un appareil défectueux à la réforme d'un système de santé, serait résolu beaucoup plus rapidement et efficacement. Nous pourrions créer un modèle économique parfaitement équilibré et juste, éradiquant la pauvreté. Nous concevrions des villes sans embouteillage ni criminalité. Nous serions même capables de modéliser et de comprendre le climat terrestre, trouvant le moyen d'arrêter le réchauffement climatique global. Cependant, cela nous mènerait à la tyrannie de l'efficacité. S'il existe une solution unique, mathématiquement parfaite et idéale pour chaque problème, y aurait-il encore de la place pour les valeurs humaines, la créativité, le droit à l'erreur? La société pourrait se transformer en un mécanisme parfaitement huilé mais sans âme, dirigé par une logique froide. L'individualité et la liberté de choix seraient sacrifiées au nom de l'efficacité globale. Un conflit émergerait entre ceux qui font confiance à l'analyse systémique intuitive et ceux qui défendent le droit aux décisions irrationnelles, purement humaines. La 19e capacité est la photokinésie, ou la maîtrise de la lumière. Vous pourriez concentrer les photons pour générer des flashs aveuglants ou, à l'inverse, créer des zones d'obscurité absolue. Vous seriez capable de courber les rayons lumineux autour de vous, vous rendant totalement invisible. Un camouflage parfait. Les espions et les saboteurs deviendraient pratiquement indétectables. Mais cette capacité aurait également des applications pacifiques. Vous pourriez projeter dans les airs des hologrammes tridimensionnels complexes, ce qui révolutionnerait le divertissement et la communication. Imaginez une réunion où tous les participants sont présents sous forme d'hologrammes photoréalistes. Les chirurgiens pourraient utiliser des faisceaux laser générés par la pensée, comme des scalpels, effectuant des opérations d'une précision incroyable. La maîtrise de la lumière permettrait également de créer de nouvelles formes d'art, des sculptures lumineuses qui changent de forme et de couleur. Cependant, comme toute capacité liée à l'énergie, la photokinésie pourrait se révéler dangereuse. Un rayon lumineux concentré deviendrait une arme puissante, capable de découper l'acier. Un flash aveuglant soudain pourrait provoquer des accidents de la route de grande ampleur. De plus, la capacité de devenir invisible soulèverait de nombreux problèmes éthiques liés à l'atteinte à la vie privée. Des détecteurs capables de capter les distorsions lumineuses seraient à développer pour repérer les invisibles, déclenchant ainsi l'éternelle course entre le bouclier et l'arme. Et enfin, la 20e est la plus complexe, la plus hypothétique des capacités, la chronokinésie, c'est-à-dire le contrôle limité du temps. Il ne s'agit pas ici de voyager dans le passé ou le futur, car cela engendrerait des paradoxes insolubles. Ce serait la capacité de créer des bulles temporelles locales où le temps s'écoule plus vite ou plus lentement.
Par exemple, un scientifique menant une expérience complexe pourrait créer un champ autour de son laboratoire où le temps s'écoule 10 fois plus rapidement. En une seule journée, dans le monde réel, il aurait vécu 10 jours, accélérant ainsi considérablement ses recherches. Les médecins pourraient placer des patients gravement blessés dans un champ de temps ralenti afin de gagner de précieuses heures pour préparer une intervention chirurgicale. On pourrait même figer un objet dans le temps, le préservant dans un état parfait pour une durée illimitée. Ce serait la méthode de conservation absolue. Cependant, la manipulation du temps est la chose la plus dangereuse que l'on puisse concevoir. Une bulle temporelle instable pourrait s'effondrer, effaçant de la réalité tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Ou, inversement, elle pourrait se dilater de manière incontrôlable, provoquant des distorsions temporelles dans l'espace environnant. Ceci mènerait à une rupture des liens de causalité. L'humanité s'accorderait très probablement sur une interdiction totale de la chronokinésie, sauf dans des situations extrêmement urgentes et rigoureusement contrôlées. Cette capacité serait l'ultime bouton rouge, celui qu'on aurait trop peur d'actionner. Réfléchissons maintenant à la manière dont la société elle-même changerait si ces 20 capacités devenaient accessibles à tous. La première conséquence serait la disparition totale des inégalités que nous connaissons. La richesse, la force physique et même l'intelligence innée perdraient toute leur valeur. Si l'on peut matérialiser des objets par la pensée, l'argent devient superflu. Si l'on peut régénérer son corps, la puissance physique n'a plus d'importance. Et si chacun peut télécharger instantanément le savoir, alors tout le monde devient un génie. Cela pourrait mener à l'émergence d'une véritable société communiste ou égalitaire, où l'égalité ne serait pas seulement légale, mais naturelle. Cependant, il est plus probable que de nouvelles formes d'inégalité apparaissent. Les individus commenceraient à se différencier par leur niveau de maîtrise de ces capacités. Une nouvelle élite émergerait, ceux qui maîtrisent le mieux la télékinésie ou ceux dont le don de prescience est le plus puissant. Des écoles et des académies seraient fondées pour enseigner le contrôle de ces forces et leur accès deviendrait le nouvel ascenseur social. Les conflits entre individus et nations ne disparaîtraient de pas. Ils passeraient simplement à un niveau supérieur. Au lieu des chars et des missiles, on utiliserait des attaques télépathiques, des frappes gravitationnelles et des constructions mentales. La guerre deviendrait encore plus dévastatrice et terrifiante. C'est pourquoi la question centrale de cette nouvelle humanité serait celle du contrôle et de l'éthique. Une éthique et une philosophie nouvelles deviendraient la pierre angulaire de cette société de surhommes. Les anciens systèmes religieux et moraux seraient simplement incapables de répondre aux nouveaux défis. Par exemple, si l'on est capable de lire dans les pensées, qu'est-ce qui définit l'espace privé ? Est-ce qu'une simple pensée malveillante est considérée comme un crime ? Si vous pouvez voir l'avenir, avez-vous la responsabilité de prévenir une catastrophe, même si cela enfreint le libre arbitre d'autrui ? Si l'immortalité est généralisée, la vie humaine conserve-t-elle la même valeur ? Les philosophes devraient élaborer des codes éthiques entièrement inédits. Le principe fondamental deviendrait probablement la souveraineté mentale, le droit absolu de chaque individu à l'inviolabilité de sa pensée et de sa conscience. Toute intrusion télépathique non autorisée serait considérée comme le crime le plus grave. De nouvelles professions verraient le jour, comme les neuroéthiciens, chargés de décortiquer les dilemmes moraux complexes liés à l'usage de ces super-pouvoirs. Il se pourrait que l'humanité aboutisse à la création d'une forme d'esprit collectif ou de conscience globale, afin de résoudre conjointement ces problèmes et de maîtriser l'application des forces les plus dangereuses. Ce serait la plus vaste expérience sociale et philosophique de l'histoire, dont l'issue déterminerait si l'humanité devient une race de Dieu ou si elle se condamne à l'autodestruction. L'économie, telle que nous la connaissons, cesserait purement et simplement d'exister. Le concept de pénurie des ressources, pilier fondamental de toute l'économie moderne, disparaîtrait. Si vous pouvez manipuler la matière et l'énergie, vous avez la capacité de créer tout ce dont vous avez besoin à partir de rien. Nourriture, logement, objets quotidiens, tout pourrait être matérialisé par la seule force de la pensée. L'argent deviendrait obsolète.
Le travail, tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire comme un moyen de subsistance, disparaîtrait également. Que feraient alors les gens? Très probablement, la monnaie principale de ce nouveau monde ne serait plus l'argent, mais l'information, l'expérience et la créativité. Les individus se consacreraient à leur passion, la science, l'art, l'exploration de l'univers ou la création de nouveaux mondes virtuels dans des rêves collectifs. Ce scénario pourrait se transformer en une véritable utopie où chacun pourrait réaliser son plein potentiel sans avoir à se soucier du pain quotidien. Cependant, un tel monde ferait face au défi majeur de la motivation. Si tous vos besoins fondamentaux sont satisfaits, qu'est-ce qui vous poussera à avancer? Qu'est-ce qui vous incitera à viser plus haut? Peut-être que la force motrice principale deviendrait la compétition de maîtrise des capacités ou l'aspiration à percer les mystères les plus profonds de l'univers. L'humanité passerait alors d'une économie de survie à une économie axée sur la réalisation de soi et la connaissance. L'art et la culture connaîtraient une renaissance d'une ampleur inédite. Les artistes ne créeraient plus des œuvres statiques, mais des toiles vivantes et évolutives, faites de lumière et de son, interagissant directement avec les émotions du public. Les musiciens composeraient des symphonies qui ne seraient pas uniquement perçues par l'oreille, mais ressenties par le corps entier, provoquant des expériences synesthésiques complexes. Écrivains et cinéastes ne se contenteraient pas de raconter des histoires, ils bâtiraient des mondes entiers au sein de rêves collectifs. On pourrait s'y immerger et devenir un acteur de ces récits. L'architecture deviendrait vivante et malléable. Les bâtiments modifieraient leur forme selon l'humeur de leurs occupants ou l'heure de la journée. De nouvelles formes d'art inimaginables aujourd'hui verraient le jour. On pourrait citer par exemple l'art de la gestion des probabilités, où l'artiste orchestrerait une chaîne de coïncidences heureuses, ou encore la sculpture émotionnelle, où un empathe générerait des états affectifs complexes que d'autres pourraient apprécier et explorer. Les différences culturelles entre les peuples s'estomperaient probablement, grâce à la télépathie et à l'échange instantané d'informations. Une culture mondiale unique émergerait, intégrant les plus belles réussites de toutes les civilisations. Ce serait un monde d'une beauté inouïe et d'une liberté créatrice totale. La science ferait un bond en avant, un saut quantique qui éclipserait toute l'histoire précédente de l'humanité. Des scientifiques dotés d'une mémoire parfaite et d'une compréhension intuitive des systèmes résoudraient en quelques heures des problèmes sur lesquels nous butons depuis des décennies. Les mystères fondamentaux de l'univers, la matière et l'énergie noire, la nature de la conscience, l'origine de la vie seraient enfin révélés. La capacité de sonder le passé nous permettrait de savoir avec certitude comment l'univers et la vie sur Terre ont pris naissance. La maîtrise de l'énergie et de la gravité ouvrirait la voie au voyage interstellaire. Nous cesserions d'être prisonniers de notre planète pour commencer la colonisation de la galaxie. En biologie et en médecine, non seulement nous vaincrions toutes les maladies, mais nous apprendrions également à concevoir de nouvelles formes de vie. Nous pourrions même créer de nouveaux écosystèmes sur des planètes jadis stériles. La méthodologie scientifique elle-même serait transformée. Les longues expérimentations céderaient la place à une appréhension directe et intuitive de la vérité. Le scientifique pourrait simplement ressentir la bonne théorie et ensuite n'avoir qu'à en chercher la confirmation mathématique. La science et le mysticisme, aujourd'hui opposés dans notre monde, fusionneraient en une entité unique. La connaissance du monde s'opérerait alors à la fois par la logique et par l'illumination intuitive directe. Mais explorons l'autre face de la médaille. Que se passerait-il si ces capacités n'étaient pas développées de manière égale par toute l'humanité, ou si certains choisissaient délibérément de les rejeter, les jugeant contre nature? Cela provoquerait une scission de l'humanité en deux ou plusieurs espèces distinctes. D'un côté, des surhommes dotés de pouvoirs quasi divins, et de l'autre, de simples homo sapiens ordinaires. Les relations entre ces groupes deviendraient inévitablement extrêmement tendues. Les humains ordinaires se sentiraient inférieurs, vulnérables, partagés entre la peur et la jalousie envers ces surhommes.
Inversement, les surhommes pourraient très bien considérer les humains de base avec mépris, les voyant comme une forme de vie inférieure. C'est un scénario classique, maintes fois exploré dans la science-fiction, mais qui n'en est pas moins réaliste. Des conflits pourraient éclater, opposant la technologie d'un côté et les capacités psioniques de l'autre. L'histoire regorge d'exemples où une civilisation plus avancée a décimé ou asservi une autre, moins développée. Le risque serait immense que les surhommes, quelle que soit leur sagesse initiale, cèdent à la tentation d'établir un contrôle total sur leurs frères cadets, prétendument pour leur propre bien tel qu'ils le concevraient. Ceci mènerait inéluctablement à une dystopie où la liberté du simple humain serait définitivement étouffée. La notion même de réalité deviendrait terriblement diffuse. Lorsque l'on peut maîtriser la matière, le temps, la perception, et s'immerger dans des rêves collectifs photoréalistes où se situe la frontière entre l'illusion et la vérité, comment pourrait-on distinguer la réalité objective d'une construction mentale créée par autrui ? Ce serait là un problème fondamental, à la fois philosophique et pratique. Il est fort probable que l'humanité cesserait de faire confiance à ses propres sens. Une nouvelle forme de paranoïa émergerait, où l'on douterait constamment que le monde environnant ne soit qu'une illusion orchestrée par quelqu'un d'autre. Pour vérifier cette réalité, des encres spéciales seraient sans doute créées, des processus physiques si complexes qu'il serait impossible de les simuler par la seule force de l'esprit. Mais la question perdurerait. L'encre elle-même ne ferait-elle pas partie intégrante de l'illusion ? Cela pourrait conduire une partie de l'humanité à se réfugier dans des mondes qu'elle aurait elle-même créés, rompant définitivement tout lien avec la réalité objective. Ils pourraient y vivre éternellement dans leur paradis personnel, mais s'agirait-il encore de la vraie vie ? Cette interrogation sur la nature de la réalité deviendrait la question existentielle majeure de cette nouvelle humanité, et la destinée future de notre espèce dépendrait entièrement de la réponse qui y serait apportée. Les relations amoureuses, les liens familiaux et l'amour lui-même connaîtraient des bouleversements radicaux. La télépathie et l'empathie élimineraient tout espace pour les non-dits et la tromperie, ce qui, certes, renforcerait la confiance mutuelle. On connaîtrait son partenaire dans sa dimension la plus intime. Mais, à l'inverse, cela priverait la relation de toute part de mystère ou de fascination. De plus, une compréhension totale de l'autre pourrait vite mener à la saturation ou à l'ennui. L'immortalité rendrait la notion d'amour éternel ou de amour jusqu'à la mort totalement obsolète. Les individus pourraient cohabiter pendant des décennies, voire des siècles, avant de se séparer pour explorer de nouvelles expériences avec d'autres partenaires. Le concept de monogamie céderait probablement sa place à des formes d'union plus complexes et nettement plus flexibles. L'éducation des enfants subirait elle aussi une mutation profonde. Grâce à l'apprentissage instantané et à la télépathie, les connaissances et les valeurs pourraient être transmises directement du parent à l'enfant, façonnant instantanément sa personnalité. Mais où se situerait la frontière entre l'éducation et la pure et simple programmation ? Ce processus ne priverait-il pas l'enfant de la liberté essentielle de devenir l'être qu'il souhaite être ? Enfin, la famille, telle que nous la concevons comme cellule de base de la société, pourrait tout simplement disparaître. Elle céderait la place à des communautés élargies ou à des clans mentaux, soit des groupes d'individus unis par une parfaite convergence d'idées et d'objectifs. Quel rapport entretiendrions-nous avec l'univers lui-même ? Dotée de telles facultés, l'humanité prendrait rapidement conscience qu'elle n'est pas seule. Une communication biologique nous autoriserait à interagir avec toute forme de vie que nous croiserions sur d'autres planètes. La télépathie et l'empathie deviendraient des outils puissants pour désamorcer les conflits fondés sur le malentendu. Nous ne serions plus les conquérants de l'espace, mais ses explorateurs et ses gardiens. Nous pourrions enfin trouver les réponses aux questions qui nous tourmentent depuis des siècles. L'univers a-t-il une finalité ? L'existence d'un créateur est-elle avérée ? En ayant la capacité de voir le passé et de sonder la trame des probabilités, nous nous approcherions de la compréhension des lois fondamentales de l'être. L'humanité deviendrait alors une sorte de système immunitaire
de la galaxie, protégeant la vie et favorisant son essor. Ou bien, confrontés à l'infinité du cosmos et à ses mystères, nous réaliserions notre propre insignifiance, même avec toutes nos capacités. Ceci pourrait déclencher une nouvelle crise existentielle, non plus à l'échelle individuelle, mais à l'échelle cosmique. Le but ultime de notre évolution ne serait plus la simple survie ou la prospérité, mais une fusion totale avec l'univers, la compréhension de son essence, une transformation vers ce que l'on pourrait appeler la conscience cosmique. Mais la question fondamentale qui se pose est la suivante: serions-nous encore humains? Tous ces changements, l'immortalité, la télépathie, le contrôle de la matière et du temps, sont d'une nature si fondamentale que l'être qui les posséderait aurait très peu en commun avec l'être humain contemporain. Il s'agirait de la prochaine étape de l'évolution, une transition aussi significative que le passage de l'organisme unicellulaire au corps multicellulaire. Nous deviendrions des post-humains, des homo universalis. Nos valeurs, nos objectifs, notre perception de nous-mêmes seraient radicalement transformées. Peut-être regarderions-nous les humains d'aujourd'hui avec la même condescendance, le même attendrissement que celui que nous avons pour nos lointains ancêtres des cavernes. Des traits purement humains disparaîtraient, la peur de la mort, l'égoïsme né de la lutte pour les ressources, ou encore la limitation de notre perception. Mais n'y aurait-il pas une perte essentielle? Ne perdrions-nous pas, avec tout cela, notre humanité? La capacité de compassion, née de notre propre vulnérabilité, la valeur de l'amour, si forte car limitée par la finitude de l'existence, la beauté de l'art, créée en dépit de la souffrance. Peut-être qu'en nous élevant au rang de Dieu, nous nous déposséderions de ce qui faisait intrinsèquement notre humanité. Et c'est là sans doute le plus grand danger et le choix le plus difficile auquel l'humanité serait confrontée à l'aube de cette nouvelle ère. Ce voyage vers la pleine réalisation de notre potentiel n'est pas qu'une simple acquisition de nouvelles capacités, c'est une refonte totale de la signification même d'être vivant. Voilà à quoi pourrait ressembler un monde où nous exploiterions 100% de notre cerveau, un monde sans maladie ni mensonge, où l'apprentissage serait instantané et les possibilités créatives illimitées. Mais, dans le même temps, ce serait un univers rempli de dangers nouveaux et insoupçonnables, ainsi que de dilemmes éthiques extrêmement complexes, du pouvoir de télékinésie, capable de remodeler l'apparence de nos villes, jusqu'à la manipulation du temps, qui remettrait en question la nature même de la réalité. La conclusion majeure que nous tirons de cette expérience de pensée est la suivante. Une immense puissance exige une immense sagesse. Bien sûr, le mythe des 10% n'est qu'une légende, mais il nous pousse à réfléchir au potentiel incroyable qui sommeille en chacun de nous. Et peut-être que pour le révéler, nous n'avons pas besoin de super-pouvoirs, mais de quelque chose de bien plus essentiel, la curiosité, l'empathie et l'ambition de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles hypothèses surprenantes. Et maintenant, la question principale. Parmi ces 20 capacités, quelle est celle que vous aimeriez posséder le plus et pourquoi, et laquelle vous fait le plus peur? Partagez votre avis dans les commentaires, nous lirons tout avec grand intérêt. À très bientôt.